parler d'oncologie thoracique et là, pour cet ESMO 2023, on entre vraiment dans les très très bonnes nouvelles avec pas moins de 5 présentations en session présidentielle. Je ne suis pas sûr que ça soit déjà arrivé pour l'oncologie thoracique d'une part, mais pour un organe quel qu'il soit d'autre part au cours d'un précédent ESMO. Donc j'ai le plaisir d'être entouré par Benjamin Besse et par David Planchard. J'ai le déplaisir qu'ils n'aient pas de moustache alors qu'on est en plein Movember, donc ils ont encore 15 jours, on va voir ce qu'on peut faire. Mais on va tout de suite parler d'oncologie thoracique avec tout d'abord des traitements hors forme avec addiction. Exactement, hors forme avec addiction, donc des patients plutôt fumeurs, et tu as une moustache, mais je peux rappeler aussi que c'est une moisson tabac, c'est toujours important. Alors, cancer pulmonaire sans addiction oncogénique, on va commencer par le périopératoire parce que c'est finalement l'actualité de l'immunothérapie dans les sans addiction oncogénique. Alors, le néoadjuvant avec l'immunothérapie fait vraiment envie parce que donner une immunothérapie avec la tumeur en place a probablement plus de sens qu'en adjuvant, et c'est vraiment le champ du développement majeur de l'immunothérapie aujourd'hui. On a 4 essais qui ont démontré l'intérêt d'une chimio-immunothérapie néoadjuvante par rapport à une chimio seule. Celui qui est en bleu est un essai de phase 2 chinois avec un bénéfice un peu supérieur, mais on voit que globalement, nos hazard ratios sur la survie sans événement est à 0,6. Alors, sur les PD1 négatifs, dans tous ces essais, on a un signal qui est plutôt un peu négatif, enfin pas de bénéfice réel. Et puis, je rappelle qu'on vient d'avoir un accès précoce en France pour chimio nivolumab, 3 cycles comme la Checkmate 816, AMM, EMA, et donc un accès précoce uniquement pour les PDL1 de 1% et plus. Alors, les nouveautés, c'est la Checkmate 671, c'est 4 cycles de chimio Pimbro pré-op, suivi d'un an de Pimbro, et on a une actualisation avec des données de survie qui sont positives, hazard ratio 0,72. C'est la première étude qui a une courbe de survie positive sur la survie globale, qui ne change pas tellement les pratiques. On était déjà passé sur une chimio néoadjuvante, chimio-immuno néoadjuvante pour les stades 2 et les stades 3. Et puis, présentation de la Checkmate 77T, 4 cycles de chimio niveau pré-op, suivi de niveau, ou 4 cycles de chimio pré-op dans le bras contrôle. Et on a une étude positive sur la survie sans événement, critère principal de jugement, avec un hazard ratio à 0,58. Et on a une augmentation de la réponse complète pathologique de 4 à 25%, qui sont les chiffres qu'on voit habituellement avec ces études. Alors, dans la discussion par Marina Garacino, une méta-analyse assez intéressante. On reprend tous les patients avec un PDL1 négatif tumoral, et on voit bien qu'on a un bénéfice chez ces patients avec un hazard ratio qui là devient significatif à 0,72 avec la puissance de la méta-analyse, ce qui n'est pas tellement surprenant parce qu'en phase métastatique, chez les patients dont la tumeur n'exprime pas PDL1, on a un bénéfice de chimio-immuno par rapport à une chimio seule. On parle bien sûr dans le poumon essentiellement de bloqueurs de PD1 ou de PDL1. Et juste pour être clair, cette méta-analyse, c'est une méta-analyse sur la survie globale ou sur la survie sans rechute? Sur la survie sans rechute. Sans rechute. Ouais. Alors du coup, on a la stratégie néoadjuvante avec un essai positif et donc un accès précoce en France, une stratégie adjuvante avec un remboursement pour l'atezolizumab pour les PDL1 de plus de 50%, mais pas d'accès en France, pas de remboursement en France, une AMM, pardon, mais pas de remboursement en France, et puis une AMM maintenant pour le pembrolizumab, mais pas de remboursement en France. Et puis on a le périopératoire avec le néoadjuvant suivi de l'adjuvant, et maintenant on a 2 essais avec le nivolumab. Celui de gauche ne fait que 3 cycles de néoadjuvant, celui de droite 3 cycles de chimio-immuno 4 cycles néoadjuvant et 1 an d'adjuvant. Sur le hazard ratio, on ne peut absolument pas trancher. Il faudra qu'on ait des essais pour vraiment comprendre quel est l'intérêt de cette année adjuvante. Pas forcément évident. Est-ce que c'est plus dans une population répondeuse, réponse complète pathologique, ou non répondeuses? Enfin, beaucoup de questions, la maladie résiduelle, etc., qui peut-être pourra guider nos traitements. On va probablement pour l'instant suivre les AMM, mais ça va être la grosse question à trancher en périopératoire. Alors, première ligne métastatique, pas de grande révolution, une étude un peu marrante. Alors c'est une phase 2
un petit peu sur une fesse, on va dire, parce que c'est une phase 2, mais avec 243 patients randomisés, donc comme une phase 3. Et on compare une chimio avec pembrolizumab ou une chimio avec dostarlimab, un autre PDL1, un anti-PD1, pardon, avec un critère principal de jugement qui est la réponse partielle, que j'ai oublié de vous montrer ici, mais il y a une différence de moins de 10% sur la réponse partielle, et des courbes de survie globale qui ne sont pas significatives, c'est un critère secondaire de jugement, et on passe de 15 à 19, et on peut se dire peut-être qu'il y a finalement des PD1 un peu meilleurs que d'autres PD1, mais 15 mois de survie globale pour une association chimio-pimbro, c'est pas énorme, on s'attend plutôt à 20 mois ou 22 mois de survie globale, donc une étude dont le bras contrôle est peut-être pas totalement optimal. En tout cas aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a un meilleur bloqueur de PD1 ou de PD1 par rapport à un autre. Alors est-ce qu'on peut faire mieux? Il y a les LAC3 solubles que l'on peut donner ici avec le pembrolizumab, je ne dis pas le nom de cette drogue qui est épouvantable et qu'on appelle FT, mais on voit, alors que le critère principal de jugement est la survie et la réponse, je vous montre la survie globale parce que vous voyez qu'on est à 20 mois, qui est ce qu'on attend finalement avec une chimio-immuno ou une immunosol pour les PD1 supérieurs à 50%. Donc finalement, pas un signal, une étude non randomisée, mais pas un signal majeur qu'on a dans les bras un autre inhibiteur de point de contrôle immunitaire majeur dans le poumon. Toute petite étude, assez marrante. Alors là, c'est l'inverse, c'est une phase 3, mais avec 84 patients randomisés, donc c'est un petit peu culotté. Mais le critère principal de jugement, le taux de réponse, on devait passer de 40 à 70%. Et là, c'est une question qu'on se pose beaucoup en première ligne. Quand le PDL1 est à 50% ou plus, est-ce que je fais immunosol, Pimbro, Semiplimab, atezolizumab ont une AMM ou une chimio-immunothérapie. Et on voit que sur le taux de réponse, assez étonnamment, on est à 60%, grosso modo, dans les deux bras. Petite étude, mais finalement, on va attendre avec attention l'étude Percé qui est encore en cours et qui randomise exactement les mêmes stratégies, mais sur une population beaucoup plus large, avec la PFS comme critère principal de jugement. Une toute petite embardée sur les addictions, parce que David ne la couvrira pas. Vous savez qu'on a maintenant accès aux inhibiteurs de Caras G12C. Alors malheureusement, en France, le sotorasib qui est remboursé en deuxième, enfin, qui a l'AMM en deuxième ligne en Europe n'est pas remboursé en France. On a néanmoins un accès précoce à l'adagrasib dans cette indication. Et l'adagrasib a l'air de se combiner plutôt pas mal avec l'immunothérapie, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec le sotorasib et l'immunothérapie, qu'on doit donner à toute petite dose pour qu'il passe. Alors là, grosse étude de phase 2, monobras, 148 patients qui reçoivent adagrasib et pembrolizumab. Évidemment, tous les patients avaient une tumeur mutée Caras G12C, mais on s'intéresse là, sur les courbes, à la sous-population, 54 patients dont le PD-L1 est supérieur à 50%, qui est l'indication du Pimbro en monothérapie. Et on voit un taux de réponse très intéressant, 63%. Et une PFS qui n'est pas atteinte. Alors la PFS avec Pimbro seul, ce serait 6 à 8 mois. Avec adagrasib seul, probablement du même ordre. Et là, on a une PFS qui a l'air d'être bien supérieure. Donc ce schéma pourrait venir challenger le Pimbro seul dans la population dont la tumeur exprime PDL1 à plus de 50%, avec une toxicité, des grades 3 en toxicité immunomédiée à 18% et un petit peu de toxicité hépatique toujours, mais un schéma qui semble faisable. Alors, au moment de la résistance aux bloqueurs de PD1 ou PDL1, est-ce qu'on peut faire mieux? Deux bispécifiques, un PD1 TIM3, un PD1 TIGIT, utilisés en rattrapage post-chimio-immunothérapie. Escalade de dose sur la gauche, 36 patients qui ont une dose biologiquement active, 4 réponses. Sur la droite, 83 patients. On est sur l'escalade de dose et l'expansion, 6% de réponses. Est-ce que ça va être suffisant pour pousser ces médicaments en première ligne? En tout cas, intéressant de voir qu'on a peut-être un petit frémissement avec ces molécules. Deuxième ligne métastatique, gros besoin, puisque finalement, après chimio-immuno, on propose le docétaxel. On en est encore là, docétaxel à 75 mg par mètre carré. Et on veut essayer de faire mieux. Première étude qui compare citravatinib, un inhibiteur de VEGFR, combiné au nivolumab par rapport au docétaxel. Et ça ne fonctionne pas.
à la fois en PFS et en survie globale. Et on notera la bonne PFS du docétaxel dans cette population post-chimio-immuno, avec une PFS un peu supérieure à 5 mois. C'est la deuxième étude de phase 3 négative. La première étude, Contact 01, n'avait pas montré de bénéfice au cabozantinib associé à l'atezolizumab, donc une stratégie qui finalement n'a pas l'air d'être intéressante. Alors évidemment, ce qu'on attend beaucoup, c'est les ADC. Les ADC TROP2 ont fait le pari dans le poumon, avec le datopotamab deruxtecan, d'aller en agnostique, c'est-à-dire qu'on part sur une population post-chimio-immunothérapie, quelle que soit l'expression de TROP2. Et on compare le dato à du docétaxel, épi non épi, 23% d'épidermoïdes, et les patients avec une mutation EGFR pré-traitée par un TKI, 14% de notre population étaient éligibles. Peu de métastases, 15% en deuxième ligne, c'est vraiment pas beaucoup. On avait sélectionné les patients sur des métastases traitées contrôlées. Et une survie sans progression, critère principal de jugement, positive. Hazard ratio 0,75. Alors, est-ce que ça a soulevé l'enthousiasme des foules? Pas exactement. Par contre, les sous-populations entre non-épidermoïdes et épidermoïdes sont très intéressantes. L'épidermoïde a un effet délétère du dato, alors qu'il y a un effet beaucoup plus fort dans le non-épidermoïde. Je reste quand même surpris par la survie sans progression du docétaxel. 3,7 mois ici dans la population générale. On était à plus de 5 mois dans l'étude précédente, Saphir. Alors peut-être un petit biais de sélection. En tout cas, une étude qui, on ne sait pas si ça va amener à une AMM et surtout, on doute qu'on puisse avoir un remboursement sur ces données. Pas de données et ça ne frémit pas sur la survie globale. En tout cas, toute population confondue, il faudra voir évidemment pour les non-épis et les épis. Et puis, un médicament qui reste toxique, avec en particulier la moitié des patients qui ont des mucites de grade 1 ou plus, mais des mucites qui vont être très chroniques et sur la durée du traitement qui peuvent être un peu épuisantes. Donc on le voit, hein, l'immunothérapie s'impose en péropératoire. On confirme qu'immuno-chimio-immuno est notre standard. Et on attend toujours des vrais signaux en post-chimio-immuno. On va voir les ADC sur biomarqueurs, BET-CAE-CAM5 et les inhibiteurs d'ATR. Merci Benjamin. On passe tout de suite au monde des junkies de l'addiction oncogénique. David ? Du coup, driver oncogénique, je vais vous montrer, il y a eu 4 grandes études, session présidentielle. On va se focaliser sur les ALK, les RET et puis les EGFR. Donc voilà un petit peu la première étude. Stade précoce, on est chez les patients ALK remaniés, donc c'est à peu près 4 à 5% de nos patients. On a au jour d'aujourd'hui un standard thérapeutique pour les patients qui sont EGFR mutés avec l'osimertinib et l'étude ADORA. Et donc l'étude ALINA a comparé chez ces patients opérés, stade 1B au stade 3, de recevoir soit de la chimiothérapie, soit de l'alectinib. Objectif principal, la survie sans récidive. Globalement, il y avait une bonne répartition des populations entre les deux bras. Un petit peu plus de femmes dans le bras alectinib que dans le bras chimiothérapie. Objectif principal, la survie sans progression. Voilà ce que ça vous donne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas photo. Oui, globalement, vous faites nettement mieux de recevoir 2 ans d'alectinib versus 4 cycles de chimiothérapie, quelle que soit la population, des stades 1B au stade 3A. Vous voyez qu'il y a un hazard ratio qui est très impressionnant, 0,24 en faveur de l'alectinib. Donc ça va devenir globalement un nouveau standard en adjuvant. Quand on regarde l'analyse de sous-groupe, est-ce que tout le monde en bénéficie? La réponse, elle est oui. Et quel que soit le stade, vous voyez des petits stades, les 1B, les stades 2 ou les stades 3A. Donc finalement, tous les patients opérés en résection complète, ALK remanié, doivent bénéficier potentiellement de l'alectinib. Un vrai bénéfice en termes de retard d'apparition éventuellement de métastases cérébrales. On sait que c'est une population avec une grande fréquence de métastases cérébrales. L'alectinib passe très bien la barrière hémato-encéphalique. Donc vous voyez que la survie sans récidive des brain mets, hazard ratio à 0,22, très en faveur de l'alectinib, ce qui va aussi pousser potentiellement sur un bénéfice sur la survie. Pour l'instant, trop précoce pour l'avoir. Il faudra prendre en ligne de compte, bien entendu, les profils de tolérance et de toxicité. C'est quand même 8 comprimés par jour, c'est 2 ans de traitement. On voit qu'il y a eu 27% d'événements indésirables qui ont conduit à une modification de dose chez les patients avec l'alectinib, les toxicités sur la créatinine, les toxicités sur le plan hépatique, les toxicités sur le plan digestif. Donc ce n'est pas anodin en termes de tolérance versus 4 mois de chimiothérapie, mais c'est vrai que le bénéfice est tel qu'au jour d'aujourd'hui, ça doit devenir un nouveau standard, comme pour les patients EGFR mutés avec l'osimertinib. Sur le plan de la toxicité rénale ou hépatique, elle est essentiellement réversible?
Alors sur le plan de la toxicité hépatique, oui. Sur le plan rénal, pas forcément. Donc il faut y faire attention quand même chez les patients à haut risque de récidive. Et puis la vraie question qu'on va avoir, c'est 2 ans de traitement avec l'osimertinib. On est à 3 ans de traitement. On commence à voir déjà l'arrêt, vous voyez, des 2 ans par rapport à la survie sans récidive. Est-ce que du coup, on va voir des récidives? Est-ce qu'il faudra aller plus loin sur la durée d'exposition à l'alectinib? Ça va être une vraie question sur la durée. Et des patients qui n'ont pas reçu de chimiothérapie dans le bras avec l'alectinib, ce qui était différent avec l'étude ADORA, où les patients recevaient de la chimiothérapie puis de l'osimertinib pendant 3 ans. Ceci étant, voilà un nouveau standard, on va dire, chez les patients à un stade précoce. Deuxième population, que c'est les patients EGFR avec exon 20, désinsertion, altération un petit peu plus rare. Quand on prend l'ensemble des patients mutés EGFR, c'est à peu près 10% de nos patients, ce qui représente globalement 2 à 3% des cancers du poumon non à petites cellules. Jusqu'à maintenant, études négatives avec le mobocertinib, négatives avec le poziotinib. Donc globalement, aucun standard thérapeutique en première ligne thérapeutique. L'étude papillon va changer nos standards aussi en première ligne. EGFR, exon 20, insertion. On compare la chimiothérapie à l'anticorps bispécifique, anti-EGFR, anti-MET, l'amivantamab, plus chimiothérapie. Objectif principal, la survie sans récidive, 23% de patients avec des métastases sur le plan cérébral. Voilà le taux de réponse, c'est quand même joli avec la chimiothérapie. Vous voyez qu'on était à 47% de taux de réponse, mais avec l'amivantamab plus chimiothérapie, on monte à 73% de taux de réponse. Et en termes de survie sans récidive, il n'y a pas photo. Oui, globalement, vous faites nettement mieux avec l'amivantamab plus chimiothérapie, 11,4 versus 6,7 mois. En termes de médiane de PFS, avec le hazard ratio 0,39, les courbes qui se séparent très vite. Donc là, oui, on a un nouveau standard thérapeutique en première ligne pour les insertions de l'exon 20 de l'EGFR. L'ensemble des patients en bénéficient globalement. Vous voyez, tout tire vers la gauche. On inclut aussi potentiellement les patients avec des métastases cérébrales, donc pas de sélection, on va dire, sur le plan des sous-populations. Objectif sur la survie globale, pour l'instant, les données sont trop matures. Il y a quand même 66% de crossover, mais vous voyez qu'il va falloir attendre un petit peu plus longtemps pour avoir les données de survie. Mais c'est vrai que la survie sans récidive est suffisamment convaincante pour en faire dès maintenant un standard thérapeutique. Il faudra prendre en ligne de compte les toxicités. L'amivantamab, ce n'est pas anodin en termes de toxicité sur le plan cutané, en termes de paronychie, en termes de rage, c'est 60% de toxicité, des réactions immunologiques à la perfusion, des toxicités éventuellement sur le plan hépatique, enfin bref. Donc attention notamment sur les toxicités cutanées, vous voyez que c'est 69% d'interruption et 24% d'arrêt de traitement dans le bras avec chimiothérapie plus amivantamab, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, globalement, ratio bénéfice très en faveur de la combinaison. Autre population, les patients RET, on sait les traiter, c'est le percatinib, pralsétinib. On a des études de phase 2 très jolies. Vous voyez que chez ces patients naïfs de traitement, c'est des taux de réponse à 84%, médiane de PFS 22 mois, approuvé par la FDA, approuvé par l'Agence européenne. Ceci étant, nos autorités françaises pensent que ce n'est pas suffisant en termes de bénéfices. Il faut des études de phase 3 pour avoir le remboursement. On n'a aucun accès au traitement au jour d'aujourd'hui, pas de remboursement en France, contrairement à beaucoup de pays sur le plan européen et nord-américain. Et donc, il faut attendre ce type d'études, malheureusement, de phase 3, sur lequel vous randomisez chimiothérapie versus selpercatinib, première ligne thérapeutique, des patients avec un remaniement RET, plus ou moins avec l'immunothérapie dans le bras, avec la chimiothérapie. Objectif principal, la survie sans récidive. Survie globale, on n'a pas les données encore. Taux de réponse, on fait un peu mieux quand même avec le selpercatinib. Vous voyez, simplement monothérapie, 83% versus 65% dans le bras contrôle. Quand vous prenez la survie sans récidive, là de nouveau, il n'y a pas photo. Vous voyez qu'on a un nouveau standard thérapeutique. En tout cas, on confirme les données de phase 2. On espère maintenant un remboursement rapide. C'est 24 mois versus 11 mois dans le bras chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie. Oui, les patients RET doivent recevoir du selpercatinib dès la première ligne sur le plan thérapeutique. Un profil de tolérance aussi qu'il faut prendre en ligne de compte, des toxicités sur le plan hypertension artérielle, des toxicités sur le plan hépatique. Ceci étant, on sait les gérer, mais il y a un profil de tolérance avec des toxicités particulières avec le selpercatinib. Donc ça doit être maintenant un standard thérapeutique. Maintenant, c'est l'accès aux médicaments en France qui nous pose problème chez ces patients, puis avec des nouvelles générations d'inhibiteurs de RET qui vont arriver derrière pour rattraper les résistances. Et puis enfin, on va terminer par les mutations de sensibilité de l'EGFR classique, délétion de l'exon 19 et les mutations L858R. On a un standard thérapeutique en première ligne, c'est l'osimertinib. On a potentiellement maintenant aussi une association avec la chimiothérapie. C'est l'étude FLORA 2 dont on a montré les résultats il n'y a pas longtemps et publié. C'est une médiane de PFS quasiment à 30 mois de médiane de PFS osimertinib plus chimiothérapie. Osimertinib, on est à peu près à 18 mois. Est-ce qu'on peut faire mieux en première ligne avec l'amivantamab plus le lazertinib ou de se garder
amivantamab plus lazertinib plus chimiothérapie à résistance post-osimertinib, 2 études majeures. L'étude Mariposa 2 qui a comparé chez les patients qui progressaient sous osimertinib de recevoir soit de la chimiothérapie, ce traitement standard en 2e ligne, soit chimio plus amivantamab, donc cet anticorps bispécifique anti-EGFR et MET, soit on y associe le lazertinib qui est un équivalent de l'osimertinib. En termes de taux de réponse, globalement, oui, on fait mieux d'y associer chimiothérapie plus amivantamab ou plus le lazertinib. Ceci étant que vous voyez qu'entre les 2 bras, on est à peu près pareil. Pas évident de la contribution du lazertinib associé à l'amivantamab et à la chimiothérapie. Et en termes de survie sans récidive, c'est pareil. Oui, globalement, on fait mieux avec la chimio plus l'amivantamab que la chimiothérapie. Et de nouveau, si vous associez, vous voyez que le lazertinib, on n'a pas l'impression qu'on apporte un grand bénéfice. Par contre, on va augmenter le profil de safety et de toxicité d'avoir ces 3 drogues en même temps. C'est les profils de safety et globalement, on a 60% de toxicité cutanée. C'est pas anodin, la tolérance n'est pas évidente. Donc, a priori, on va plutôt partir sur une association amivantamab plus chimiothérapie chez les patients post-osimertinib. Et puis, vous notez que si vous associez avec le lazertinib, eh bien, il y a 22% de thrombose veineuse périphérique. Donc, ça veut dire qu'en plus, les patients doivent avoir une prophylaxie si on part ce type de traitement avec 4 drogues non évidents, ce qui veut dire post-osimertinib, avec potentiellement, on espère avoir la combinaison chimiothérapie plus amivantamab. Encore une fois, pas sûr qu'on ait besoin d'y associer le lazertinib qui augmente la toxicité et les thromboses veineuses périphériques. Et puis enfin, je terminerai par la première ligne. On peut remonter maintenant. Est-ce qu'on peut faire mieux que l'osimertinib seul ou osimertinib plus chimiothérapie? On enlève la chimiothérapie, on fait amivantamab plus lazertinib. Étude de phase 3, c'est l'étude Mariposa. Eh bien, la réponse, elle est potentiellement oui. Amivantamab plus lazertinib fait mieux que l'osimertinib en première ligne thérapeutique. Vous voyez que c'est 23% versus 16%, hazard ratio à 0,70. Il y avait un bras aussi avec le lazertinib en monothérapie, vous voyez, qui performe à peu près de la même façon que l'osimertinib en monothérapie. Ça bénéficie à peu près sur toute la sous-population en fonction, quelles que soient les altérations moléculaires des lésions de l'exon 19, L858R, métacérébral ou pas de méta sur le plan cérébral. En termes de profil et de safety, ça va vraiment être un problème en première ligne thérapeutique. On a de nouveau, vous voyez, 60% de péronixie, de toxicité en termes de rash, 10 à 15% de grade 3. Donc ça va être très dur d'aller pousser ce type d'association en première ligne thérapeutique par rapport à un osimertinib ou un osimertinib plus chimiothérapie. Donc voilà un petit peu, la première ligne, elle change, oui, elle est avec l'osimertinib, elle est potentiellement avec la chimiothérapie, on peut le faire dès demain, médiane de PFS à 29 mois. Est-ce qu'on va les pousser à faire amivantamab, lazertinib quand on voit le profil de tolérance, toxicité cutanée et les thromboses veineuses périphériques? Pas sûr, a priori, on va préférer garder l'amivantamab plus la chimiothérapie à résistance post-osimertinib. Voilà un petit peu globalement les grandes nouveautés concernant les thérapies ciblées de cet ESMO. Bravo à tous les deux. Effectivement, une vraie belle série de bonnes nouvelles et pour différents sous-types de cancer bronchique, impressionnant. Peut-être dernier petit mot sur les tumeurs non pulmonaires, les tumeurs thoraciques non pulmonaires. Est-ce qu'il y a eu des choses ? Peut-être un petit mot, une présentation orale sur les thymomes, c'est quand même assez rare pour le dire, avec le ramucirumab associé à la chimiothérapie qui augmente beaucoup la PFS et qui pourrait devenir un nouveau standard, celui-ci ou un autre anti-angiogénique injectable. Super, mille merci à tous les deux et on enchaîne sur les tumeurs cutanées, en particulier le mélanome.